Bon, bonjour à toutes et tous. Donc, il y a ce petit texte qui me présente et je pense que ça suffit. Donc, je vais rentrer d'entrée de jeu dans le vif du sujet. Donc, le titre choisi pour cette intervention, il prend effectivement tous les enjeux de médiation dans une acception large et, on l'a dit tout à l'heure, finalement au croisement de la diversité des richesses d'un territoire. Donc ça a été précisé, je n'y reviens pas, tout ce qui est architectural, humain aussi et naturel. Et puis c'est le croisement avec donc ça, ces objets, ce matériau, cette matière première qui concerne qu'on pourrait qualifier d'être les collections du territoire, en fait. Si on fait le pendant avec un équipement culturel type musée qui a ses collections et qui développe des outils de médiation, ici, c'est le territoire, les collections. Et donc, c'est la complexité aussi de traiter ces collections. Et puis, c'est au croisement avec, effectivement, donc l'ensemble des expériences qui vont mettre ces éléments en jeu et évidemment des publics auxquels toutes ces actions vont s'adresser. Et dans ces formats d'action, évidemment, on va on l'a dit, de la médiation traditionnelle, mais dans toutes ces diversités, on va y revenir, mais jusqu'à une démarche culturelle territoriale, qui peuvent être dans des formes courtes ou inscrites dans le temps long, adaptées à chaque objectif. Et dans les objectifs, on va être aussi, évidemment, on va mettre au centre les publics. Et donc, eux-mêmes, avec sont très diversifiés et leurs attentes sont aussi très diversifiées. Et on peut retrouver, mais on y reviendra, mais le jeune public, qu'on peut dire être un public captif, mais à côté de ça, on a déjà les jeunes adultes qui échappent à ce cadre-là, des habitants, des résidents de territoires qui peuvent être plutôt en retrait, ou bien même parfois avec un sentiment de relégation selon les territoires où on agit, ou bien au contraire des visiteurs qui sont eux avides et curieux et avides de connaissances. Donc c'est cet écosystème-là de valeurs qui est au cœur des dispositifs labellisés que le ministère de la Culture, dans lequel je travaille depuis de nombreuses années, met en mouvement et en tout cas aborde avec des approches les plus diverses qui soient, mais en tout cas au niveau de la DRAC et se met en place et dans chaque DRAC un outil au service de cet écosystème qui centré sur ces enjeux de territoire, de richesse patrimoniale variée du territoire. Et ce label, c'est le label des villes et pays d'art et d'histoire. Donc, on est dans ce que vous entendiez comme étant des maisons du projet et apprendre de nos environnements. On est réellement, effectivement, dans ce type d'outils d'appui aux collectivités, d'appui aux décideurs et aux acteurs du territoire pour développer réellement une politique autour de ces enjeux-là. Et là aussi, mettant en œuvre cet écosystème dont on parlait. Donc ce label Ville et Pays d'Art et d'Histoire, il a été mis en place depuis 1985 par le ministère de la Culture. Et il reconnaît l'engagement d'un territoire, alors aujourd'hui plutôt recherché à l'échelle de l'intercommunalité, mais ce qui n'empêche pas qu'on est encore dans des labellisations à des échelles de villes, dans la mesure où ce qui importe le plus, c'est qu'il y ait un périmètre pertinent en termes de capacité à inscrire un projet dans la durée, puisque on est dans un label qui est attribué pour une durée décennale, donc de 10 ans. Et ce qui veut dire que là, en termes d'engagement des élus, des décideurs d'un territoire, on est dans quelque chose qui doit se définir sur la durée
et définir aussi un projet qui s'inscrit de façon progressive, avec une ambition progressive sur le territoire qui sera labellisé. Et dans une démarche aussi très transversale qui va relier réellement tous les enjeux autour du chaînage patrimonial, de la connaissance, en passant par la conservation, la préservation et la restauration, mais aussi la médiation, la valorisation, et dans des dynamiques de projet en lien avec les publics. Aujourd'hui, c'est agrégé à ces enjeux autour de ce qu'on pouvait dire patrimoine plus hérité sur un territoire, les enjeux de promotion de la qualité architecturale et de la création contemporaine. Donc on est réellement là aussi dans cette accroche encore plus forte avec ce label aux enjeux réellement de mutation de territoire, d'évolutivité et de création du patrimoine de demain. Donc aujourd'hui, sur le territoire national, on a un réseau de 211 territoires labellisés, villes ou pays. Et pour les Hauts-de-France, on a 18 territoires labellisés, on a 12 villes et 6 pays entre les 5 départements qui constituent aujourd'hui les Hauts-de-France. Donc les critères reprennent ce dont j'ai déjà parlé, là, donc ce périmètre pertinent, cette volonté politique affirmée dans la durée, cet engagement à travers un projet bien défini et qui va se concrétiser, se formaliser par une convention, donc décennale, et puis derrière, pour mettre en œuvre sur la durée, la mise en place d'un service de médiation, de développement de projets, et dans les actions autour, une diversité d'actions évidemment, et dans le cadre d'une programmation annuelle. Et dans le cadre de cette programmation annuelle et pluriannuelle, s'associe l'obligation à terme, donc soit les premières 10 années, soit le renouvellement d'une convention, parce que ça, on est aussi dans réellement le temps long, donc la création d'un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. Et là, on rejoint pleinement le sujet de la journée, comment ça s'incarne aussi physiquement dans un espace, ce qu'on pourra appeler un équipement, mais on va y revenir. Et peut-être ajouter quand même que l'élaboration de ce projet, alors c'est une candidature que des territoires volontaristes se posent, hein, donc on n'est pas là dans une impulsion de politique publique, on est dans un soutien, un appui à une démarche volontariste d'acteurs. Et son élaboration dure entre 3 et 5 ans. Pour installer aussi le temps de la réflexion collective et du partage de la démarche avec l'ensemble des acteurs, des services concernés au sein de la collectivité, mais aussi du territoire, que ce soit les communautés de professionnels du monde de la culture, de l'éducation, du champ social, évidemment de l'urbanisme, de l'aménagement, du tourisme, mais aussi notamment les associations sur un territoire. Ce panel, alors on a pour faire territoire au sein d'un tel projet, et encore une fois c'est l'exemple de ce label que je prends, mais on retrouve aussi évidemment bien au-delà de territoires labellisés, ces mêmes outils, et ça a été présenté en introduction, dans bien d'autres cadres, ces écosystèmes qui constituent vraiment les leviers d'action pour apprendre de nos environnements et faire territoire par chacun et avec chacun. Et donc dans ces panels d'action, ce sont en fonction des objectifs, mais toutes ces actions, tous ces outils, tous ces moyens peuvent vraiment être réunis sous une même bannière, c'est mettre en mouvement le territoire. Donc on est maison de projet, mais on est aussi mouvement.
Je pense qu'il ne faut pas figer l'idée de figer entre quatre murs quelque chose qui ne peut l'être, dans la mesure où les collections du territoire sont complètement ouvertes et ne rentreront jamais dans les murs d'un musée, justement, ou d'un équipement apparenté à celui-là. Et on sera bien, on le redira tout à l'heure, au niveau justement de ces centres d'interprétation, ce qui fait leur originalité en premier lieu. Et donc, ce panel diversifié de moyens, etc., se fera réellement à partir de l'ensemble des composantes d'un territoire et de ses richesses. Évidemment, ses marqueurs, mais aussi tous ces éléments méconnus. Et c'est bien l'idée de révéler l'ensemble, de le rendre visible et lisible, mais dans différentes contributions ou à l'intersection et au croisement de plein de logiques. Donc évidemment dans une contribution à une logique de tourisme culturel, d'attractivité territoriale, donc du côté exogène de cette dynamique ou de ces dynamiques, mais aussi pour développer sa dimension citoyenne. Et là, on est réellement sur un travail beaucoup plus approfondi d'ancrage dans le territoire et de resoclage finalement de ce qui fait sens autour de ces richesses du territoire pour les publics, quels qu'ils soient. Les exemples qui vont... Alors, je vais rentrer un peu dans tout ça, non pas pour en faire une présentation exhaustive, mais pour questionner. Mais avant d'entrer, il y a quand même la première question dans toutes ces actions, dans toutes ces logiques de médiation, de valorisation et de mise en projet, quel qu'il soit. C'est pour quel public et comment on aborde cette notion des publics. Et l'idée n'est pas d'y répondre là, parce que justement c'est très difficile de rentrer dans un catalogage et il n'y a pas la possibilité de le faire. Justement, c'est de prendre les questionnements, d'aller à la rencontre et d'agir en fonction et d'être toujours dans ce constant mouvement de va-et-vient. Et pour ça, le Pays d'art et d'histoire de Lens-Liévin a fait récemment une petite enquête lors du renouvellement de sa convention. Je vais peut-être déborder, vous allez... Donc, et dans ce cadre-là, ils avaient mis en place cette petite enquête parce que leur constat, c'était qu'avant de renouveler cette convention pour 10 ans, c'était une question cruciale à se poser. Et d'autant plus cruciale qu'aujourd'hui, toute une part de public échappe à des dynamiques qui jusque-là semblaient ancrées et justes par rapport aux objectifs, en tout cas, de ce label. Et notamment parce que le constat de fractures sociétales qui sont de plus en plus fortes se fait. Et qu'on est aussi de plus en plus dans une évolution de société où les réseaux sociaux conditionnent de plus en plus les rapports humains. Et donc, ils ont fait cette petite enquête sous l'angle de l'identité et les représentations de leur territoire. Et deux constats en sont ressortis de façon majoritaire. C'est qu'il était très difficile de mesurer la portée des actions et que les actions actuelles peinent à toucher de façon réellement prégnante la tranche d'âge des jeunes et adultes, jeunes adultes, donc 13-25 ans, donc adolescents et jeunes adultes. Que pour autant, on montrait un paysage en mouvement, sans cesse mouvant, et marqué par une rupture générationnelle aussi. Donc ça, c'était aussi cette enquête ciblée sur un territoire, puisque le bassin minier, au cœur du bassin minier. Il y a quand même des considérations aussi qui peuvent être nuancées. On est toujours dans... là encore, quelque chose qui est une constante, c'est de travailler en accroche directe et presque en symbiose avec le contexte dans lequel on se trouve, et qu'il est difficile dans toutes ces dynamiques de médiation, de valorisation, d'en faire des cas généraux, ou en tout cas des concepts
reproductible à l'envi. Et donc, dans cette petite enquête, ce qui est donc ressorti, c'est que les jeunes, justement, ne se retrouvent pas dans les repères traditionnels du bassin minier et donc dans les actions aussi de médiation traditionnelles qui étaient menées. Que, en revanche, ils souhaitent être stimulés, impliqués, mais reconnus, mais individuellement. Donc, il y a l'idée aussi de confiance et de positionnement en tant qu'individus dans leur territoire. Le public adulte, lui, attaché au passé minier, mais oscillant entre nostalgie ou perception même négative, hein, évidemment, et très ne reconnaissant pas non plus les efforts faits par l'ensemble des institutions, des grandes politiques d'aménagement de ce territoire aujourd'hui pour en faire un nouveau territoire, un territoire en mutation, en transformation dite positive. Et finalement, l'écart est très grand avec le public résident et la compréhension de ces dynamiques-là. En revanche, les temps festifs sont essentiels. Sont ressortis aussi que des éléments transgénérationnels rassemblent. Et je pense que ça, c'est dans cette petite enquête, mais je pense qu'il y a beaucoup de matière qu'on peut aussi prendre pour interroger chacun de nos terrains de jeu, j'aurais envie de dire. Et dans ces éléments transgénérationnels sur ce cœur du bassin minier, mais évidemment le Racing Club de Lens, ou les Fêtes de la Sainte-Barbe, ou le Louvre-Lens, qui a trouvé sa place au moins géographiquement dans le territoire. Et puis, je l'ai dit, la notion de l'humain et de la personnalisation des projets. Alors, si on rentre maintenant dans l'idée, évidemment, c'est pas de faire ce descriptif de tous ces panels. On en a déjà énuméré un petit nombre dans l'introduction, mais sur certaines de ces rubriques et de ces outils de médiation mis à l'épreuve du temps dans le cadre de ces conventions Ville et Pays d'Art et d'Histoire, là encore, des petites enquêtes ou des petites pauses qui permettent d'analyser là où on en est et comment il faut faire évoluer le curseur, montre que dans notamment un outil de visite guidée, de déambulation, qui quand même dans ces pratiques de médiation sont à l'origine de la notion de médiation presque, puisque en tout cas dans ce label des villes et pays d'art et d'histoire, c'est arrivé avec l'agrément Veldar depuis la fin des années 60 et sous l'ère d'André Malraux. Donc on est quand même, ça remonte assez loin. Et elles ont eu leur espace-temps, ces notions de visite guidée, du sachant qui a son groupe et qui délivre sa connaissance agrémentée et illustrée in situ par un parcours. Aujourd'hui, on est vraiment dans une diversification et des demandes et des besoins si on veut garder les mêmes dynamiques, avec évidemment toutes sortes d'adaptations aux demandes de public et à de nouvelles demandes. Donc évidemment, toucher les familles et le jeune public par des visites ludiques ou par des visites insolites ou décalées. Beaucoup de visites expérientielles. Et où la connaissance du patrimoine n'est pas forcément la première attente, le premier besoin. Mais davantage faire une randonnée ou pratiquer son hobby ou faire du vélo ou une pratique sportive ou culturelle, artistique, et vient avec le plaisir de découvrir un territoire. Ou alors des visites à plusieurs voies, et j'imagine que le CAUE en pratique aussi beaucoup, notamment sur des enjeux sociétaux et de mutation, etc. Donc des visites à plusieurs voies où ça implique le public aussi un peu individuellement, justement, où il y a cette interaction et où finalement on est dans un dialogue à trois. Et c'est la même chose et quelque chose qui se développe aussi et qui traduit bien ce besoin aussi d'ancrage dans la proximité et un travail qui prend sa place vraiment au plus proche des habitants en les impliquant et donc en faisant aussi ce type de déambulation à plusieurs voies, mais avec la parole d'habitants et donc à la fois livrer une connaissance ou une matière qui soit issue de cette strate, ces différentes strates de constitution d'un territoire, mais aussi le vécu et les strates du vécu par les habitants.
je parlerai peu des actions pédagogiques, de sensibilisation, de formation. On a, puisque ça, c'est réellement dans tout leur temps de vie, les jeunes, le public jeune, est réellement un axe essentiel des conventions, mais bien au-delà. C'est, je pense, le terrain de jeu premier de tous les équipements. On en aura d'autres exemples, j'imagine, dans l'après-midi. Et ça répond réellement à quelque chose qui est très cadré, bien structuré, en lien aussi avec des institutions comme les ministères de l'Éducation nationale, de la culture, les collectivités qui sont directement impliquées. Donc on est dans quelque chose où si on y entre, on en fait le sujet. Néanmoins, peut-être pointer dans ce cadre-là les enjeux de formation et très actuels aujourd'hui aussi des décideurs et des différents acteurs. Et la notion d'action de sensibilisation, formation ou d'information, mais en tout cas, ces expériences croisées de l'interconnaissance professionnelle. Ça aussi, je pense, il y a quelque chose qu'on peut citer sur cet enjeu-là, c'est peut-être cet axe-là. En revanche, je voudrais m'attarder juste un peu sur quelque chose que l'on pratique beaucoup, notamment à la DRAC Hauts-de-France. Ce sont en lien avec ces enjeux de territoire et d'apprendre de nos environnements plus largement. C'est vraiment les résidences artistiques et culturelles. Ces résidences mission longue sur un territoire. Et que nous appelons soit les résidences artistes rencontre territoire ou les résidences quartier. Le principe, c'est vraiment qu'un artiste ou un professionnel, mais c'est quand même très souvent un artiste, mais qui peut être architecte, qui peut être géographe, qui peut être, mais qui a une pratique au-delà de son seul champ de connaissances scientifiques et techniques et qui l'inscrit dans une démarche de création. Et donc, c'est le principe d'une immersion pendant 3-4 mois, parfois 3-4 mois, mais sur 6-8 mois, donc ce qui fait réellement de la personne, on va dire artiste au sens très générique du terme, qu'il devienne un habitant passager du territoire et qu'il soit là, immergé dans le quotidien des habitants. Mais on est bien sur ces résidences, artistes, rencontres, territoire ou quartier, qui vont traiter, qui vont prendre comme colonne vertébrale ce matériau du patrimoine, de l'architecture, du cadre de vie, des richesses d'un territoire et de les mettre en mouvement de projet pour réellement en faire un vrai enjeu de connaissances partagées et de médiation avec les publics et notamment la diversité des habitants. Donc on est là sur ce qui se joue à travers comment les enjeux de médiation sont enrichis réellement d'une approche sensible et de la capacité de recréer des univers ou d'emmener les habitants, de les embarquer dans un voyage très créatif, mais sur une durée donnée. Donc je vous ai mis juste quelques petits exemples, mais celui qui est à l'écran en tout cas, et un qui s'est développé il y a 2 ans sur le pays d'art et d'histoire de Lens-Liévin et qui a permis de redonner vie finalement à une mémoire enfouie, celle des bateliers le long de la Deule sur quelques communes minières. Et donc, aujourd'hui, un paysage complètement transformé et donc avec plus aucune lecture de ce passé-là. Et donc vous avez là plusieurs restitutions qui ont impliqué des vraies dynamiques d'habitants sur la durée. Là j'ai donné un exemple, mais on pourrait en donner beaucoup d'autres, et qui accompagnent d'ailleurs des politiques qui peuvent être très diversifiées. Au-delà du réseau des villes et pays d'art et d'histoire, c'est par exemple le parc naturel des Caps et Marais d'Opale qui depuis 10 ans met en place chaque année une résidence artiste rencontre territoire en lien avec une de ses missions
chaque année, un sujet d'actualité et pour lequel il y a réellement besoin d'aller à la rencontre des habitants et pour que les habitants soient aussi acteurs de l'appropriation de ce sujet d'actualité, que ce soit les transitions, la pollution nocturne, la gestion des eaux, etc. Alors, sur les signalétiques, évidemment, c'est pareil. Et on a vu au départ de cet après-midi les panneaux de signalétique. Et on en a déjà parlé. Donc, l'idée n'est pas d'en rester, de s'apesantir sur cette logique. Ici, vous avez, c'est comment ça peut jouer aussi comme réellement outil de communication sur un territoire au plus près de l'ensemble des habitants. À travers le flocage des bus, par exemple. Mais ce que j'avais envie de souligner là, c'est aussi de nouveaux types de projets qui se développent, très participatifs, qui associent les habitants à toutes les phases de la conception à la réalisation. Donc on n'est plus dans ce type de signalétique basé sur la connaissance et où on livre sur des panneaux des enjeux de connaissance, mais vus d'abord ou prioritairement par le prisme du professionnel ou des acteurs dits professionnels. Mais là, il y a par exemple cet exemple sur la ville d'art et d'histoire de Lille où on a une signalétique sur les quartiers qui est en cours et qui est conçue réellement avec les habitants dans toutes les phases. Donc évidemment, on va y mettre 3 ans au lieu d'une année et on va aller quartier par quartier et tout va être basé sur la concertation, sur réellement le temps long et en prenant en compte la parole de chacun dans les différentes phases. On est aussi évidemment dans les expositions, les publications. Ces médiums sont en écho avec la question de la trace des projets. C'est ce que je voulais souligner là-dessus. C'est ce qui va rester, ce qui peut devenir ressource et inspiration pour les acteurs. Parce qu'on est souvent dans ces logiques de projet avec la question de le côté éphémère, même s'ils s'inscrivent dans la durée, même 4 mois, même 6 mois, que deviennent-ils ensuite? Qu'en reste-t-il? Quelles traces? Et comment capitaliser pour que les dynamiques persistent ou se prolongent ou se redéfinissent. Et finalement, ces publications ou ces expositions, mais on est bien au-delà aujourd'hui avec des vidéos, des podcasts, etc. Enfin, toutes ces traces qui peuvent être aussi autant qui peuvent devenir des ressources, enrichir la notion des ressources. Et pour ça, un exemple fort, c'est le patrimoine mondial, le bassin minier reconnu sur la liste du patrimoine mondial et qui occupe beaucoup l'association de gestion de cette inscription, dans la mesure où là, on se retrouve avec cet enjeu de faire et de faire s'approprier par l'ensemble des publics l'enjeu de cette valeur universelle exceptionnelle de ce bien, mais qui est constitué de 353 éléments sur l'ensemble du bassin minier. Alors, quand même très vite, et je pense que je vais abréger la suite, mais sur les centres d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, donc, qui sont effectivement la partie réellement, on va dire, ce qui va faire équipement lié à ce label des villes et pays d'art et d'histoire. Donc, c'est vraiment un critère du label, donc c'est une obligation dans les conventions. C'est un lieu de présentation et de compréhension du territoire, de ses évolutions, évidemment, architecturale, urbaine, paysagère, mais aussi patrimoine culturel, c'est très fort. C'est un lieu d'information sur l'actualité des projets. C'est un lieu de rencontre, de débat. Donc, on a quand même tous ces objectifs qui rentrent dans les critères de base pour réaliser cet équipement. C'est évidemment un support pédagogique, mais en même temps, malgré toutes ces exigences et ces attendus, ça reste un équipement léger. Il est constitué d'une exposition permanente et d'espaces pour accueillir des expositions temporaires.
possiblement aussi des espaces d'ateliers, c'est largement préconisé. Surface, entre 200 et 400 mètres carrés, donc on est la plupart du temps évidemment 200 mètres carrés, voire moins, et on fait rentrer tout ça d'une manière ou d'une autre, en lien avec ce peu d'espace. Ça répond aussi de la part du chef de projet à un plan d'interprétation du territoire. Il y a nécessité évidemment de déposer ou au moins, sinon un projet scientifique et culturel très défini, au moins dans ce plan de territoire, réellement une programmation, une orientation stratégique forte et le chemin de fer qui constituera l'exposition permanente du SIAP. Un invariant dans cet équipement, c'est vraiment la carte interactive et que l'on retrouvera dans chaque centre d'interprétation. Je vous donne là très vite une suite de diapositives pour présenter la diversité de ces lieux en région Hauts-de-France en lien avec ce label Ville et Pays d'Art et d'Histoire. Il peut y avoir d'autres types de centres d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. Ce n'est pas systématique, ce n'est pas un modèle exclusif déposé. En lien avec le label, on a les critères que je viens de vous signaler. À Cambrai, ce Cambraiscope, sa singularité est de se retrouver en mutualisation avec un lieu, le labo, qui regroupe aussi une médiathèque, un centre de culture scientifique et technique. Et c'est une des réponses le plus souvent recherchées ou données à ce besoin de disposer d'un équipement, donc ce SIAP, en même temps en restant dans une logique de label qui n'est pas liée à un équipement, mais qui est réellement liée à des dynamiques de projet sur un territoire. Donc, et la singularité au labo, quand même, c'est d'avoir, pour la carte interactive, utilisé la copie du plan relief du XVIIe siècle comme support pour travailler sur l'évolution du territoire et de la ville, puisque là, on est sur ville d'art et d'histoire, jusqu'à aujourd'hui. À Beauvais, on est aussi sur une mutualisation, cette fois au quadrilatère, au pied de la cathédrale, avec un centre d'art et d'architecture. La particularité de ce SIAP, voilà, ça ira plus vite de le dire comme ça, au sein de ce quadrilatère, c'est d'intégrer directement des parties du territoire, des éléments de cette collection du territoire à travers les vestiges des fortifications ou une crypte archéologique. À Amiens, on est là aussi au pied de la cathédrale, et un partage avec un dialogue et un hébergement mutualisé avec l'Office du tourisme. Et puis peut-être un dernier, dans un territoire étendu, rural, et qui se situe sur le PETR des Cœurs des Hauts-de-France, et donc le Pays d'Art et d'Histoire Santerre-Haute-Somme, où on est là, où ils ont pris la décision, 3 intercommunalités concernées, et donc une antenne dans chaque intercommunalité. La première a ouvert en septembre, le Bivouac avec une médiathèque à Rosières-en-Santerre. Et 2 autres sont prévus, dont une porte d'entrée à Péronne. Évidemment, il y aura un autre cas d'école, celui de Saint-Omer, mais qui va être présenté, développé. C'est la raison pour laquelle je passe très vite sur la définition et la réalisation d'un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. Et pour finir, moi, je voulais quand même faire juste une petite assertion sur bassin minier, patrimoine mondial, et on l'a déjà dit, c'est comment prendre en compte les enjeux d'appropriation, de valorisation d'une inscription sur la liste du patrimoine mondial pour un territoire qui est si étendu et avec une diversité de gouvernance et d'acteurs. Et donc, l'association qui gère l'inscription a mis en place de nombreux projets avec plein d'institutions, et les CAUE des Hauts-de-France ont été, enfin en tout cas du Nord et du Pas-de-Calais, ont été bien associés aussi tout au long de ces plus de 10 ans d'inscription pour construire une stratégie qui se veut réellement avec l'enjeu de l'inscrire dans la durée et qu'elle soit la plus ancrée possible. Et donc, il y a notamment, et c'est la raison pour laquelle je voulais finir là-dessus, un guide technique et qui recense
la diversité d'actions qui ont pu être déployées à différents niveaux et avec traitant soit de vision englobante, soit au contraire à des échelles de grande proximité et faisant beaucoup appel justement à la présence artistique pour décaler le regard, pour permettre réellement de créer les conditions de la coopération, de la transversalité pour les projets. Je, alors voilà, il y a des ressources que j'ai mises à la fin et qui permettront aussi d'aller beaucoup plus près de tous ces enjeux et de s'y retrouver.